Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Le son un petit peu bas. Hop, est-ce que c'est mieux? Ok, super. Bon, et bah déjà, bonjour à tous. Voilà, bienvenue sur ce petit live. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, très content de tous vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un live qui va s'adresser à tous ceux qui souhaitent un petit peu découvrir JavaScript et plus particulièrement ES6. Alors, si ce terme ne vous dit rien, pas de panique, je vais expliquer, on va reprendre vraiment les bases et on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités clés de S6, les fonctionnalités un petit peu plus avancées avec différents exemples interactifs tout au long de, tout au long de la présentation. Et puis, et surtout si vous avez des questions dans le chat, on n'hésite pas à m'interrompre, d'accord, je répondrai. Si vous voyez une question dans le chat et que vous avez la réponse également, n'hésitez pas à la mettre. Au contraire, on va favoriser l'entraide et le peer learning. Et puis voilà, et à la fin, je vous présenterai un petit challenge, on se redira. Hop, excusez-moi, on peut reprendre. Euh, donc, on est parti avec la présentation. Qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette présentation? On va commencer par une brève introduction de ce qu'est ES6. On va voir les fonctionnalités clés, les fonctionnalités un petit peu plus avancées, d'accord? Et un exemple pratique, vous allez voir, ça plaira surtout aux fans de Star Wars, mais le but c'est de faire un exemple où on met un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir qu'on aura vu tout au long de la présentation. Et enfin, on va faire un petit challenge. Alors, ce sera une sorte de petit quiz où il faudra que vous répondiez dans le chat. Voilà. Hop, on est parti. Tac, hop, excusez-moi. Tac. On est parti déjà par l'introduction. Qu'est-ce que ES6? Alors déjà, ES6, ES, ça veut dire ECMAScript. C'est une spécification sur laquelle JavaScript est basé. Elle va définir les règles et les fonctionnalités de JavaScript. C'est en quelque sorte, on va dire, le standard officiel auquel les moteurs se conforment pour interpréter le code. D'accord, le code JavaScript. Chaque année, on a des nouvelles versions qui sont publiées avec des améliorations, des ajouts de fonctionnalités pour rendre le langage plus puissant, plus flexible, pardon, et plus facile à utiliser. D'accord. Aujourd'hui, on est à la version ES 2025. D'accord. Donc c'est la toute dernière, mais une des versions qui a vraiment, on va dire, révolutionner le langage, c'est ES6 ou aussi appelé ES 2015 puisque c'est sorti en 2015. En effet, cette version, elle a introduit des fonctionnalités majeures qui sont encore aujourd'hui beaucoup utilisées par tous les développeurs, donc on va les voir en détail juste après. Et il faut noter aussi qu'avant cette version, JavaScript c'était un peu limité par certaines contraintes, on va dire des contraintes syntaxiques et structurelles. Et donc ES6 a marqué un véritable tournant dans le langage. Ça c'est important de bien le garder en tête en introduisant des outils plus flexibles et plus puissants. Ok, tout ceci c'est bien beau, mais concrètement, quelles sont, pourquoi on dit que c'est une version clé et quelles sont les fonctionnalités? C'est une version clé puisque le code est grandement simplifié avec cette version. Des nouvelles fonctionnalités vont permettre d'écrire du code plus concis et plus lisible, on le verra juste après. Meilleure gestion de l'asynchrone, on verra ce que c'est l'asynchrone également. Avant OS6, on avait recours à ce qu'on appelait les callbacks et ça pouvait rapidement devenir le bazar dans le code. Donc les promesses, en anglais promise, et la syntaxe async await ont simplifié tout cela, on la verra également plus en détail. POO,
POO, alors ça, s'il y a des C26 qui nous regardent ou des personnes qui n'ont jamais fait d'objet, programmation orientée objet, savent pas forcément ce que c'est, mais c'est la programmation orientée objet. En effet, ES6, ça a introduit les classes. Voilà, a introduit les classes, ce qui a facilité évidemment l'utilisation de la programmation orientée objet, et ce qui était un peu... Voilà, parce qu'avant, c'était quand même un peu plus complexe. Ensuite, on a la modularité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait d'introduire les modules qui vont permettre de diviser le code en morceaux réutilisables et on va dire mieux organisés. C'est parfait pour des gros projets, on va dire. Et enfin, on a des nouvelles structures de données, des meilleures structures de données, notamment les sets, les maps, qui apportent des solutions élégantes pour gérer des collections de données. Voilà. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit un petit peu près, un peu près ce que c'est ES6, voilà, le standard pour JavaScript? Et si c'est tout bon, on va pouvoir enchaîner. Hop, impeccable. Ok, et ben on y va. Fonctionnalité clé, pardon. On va commencer d'abord par let et const. Let et const, donc c'est deux petits mots-clés. Voilà, deux petits mots-clés qui vont avoir pour but de remplacer var. Donc var, c'était l'ancienne version qui est parfois encore utilisée, mais que les développeurs évitent de plus en plus. Mais ça a pour but de remplacer var pour une meilleure gestion de la portée des variables et un code plus sûr. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite un exemple. On va passer, hop, sur la scène principale. Euh, Avant, concrètement, si on voulait par exemple, je sais pas, afficher un message, on pouvait faire var message en JavaScript égale hello. Hello world, comme ça. On met pas le petit point virgule dans JavaScript. Et après, si on voulait l'afficher, voilà, un petit console, hop, console.log de notre message. Et ça marchait très bien. On peut le tester. Alors pour tester, euh, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe derrière aussi en JavaScript pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est assez intéressant de comprendre concrètement ce que je fais, parce que si je vous balance du code comme ça sans vous dire, sans vous expliquer en détail ce qui se passe derrière, c'est pas intéressant. Bon là on voit ça affiche Hello World. Ok super. Rapidement certains vont se dire oui mais c'est quoi tous ces fichiers un peu bizarres? J'ouvre une parenthèse pour vous aider à comprendre si jamais il y en a soit qui ont déjà vu mais qui n'ont pas compris, soit tout simplement qui n'ont jamais vu. Là ici j'ai différents fichiers, j'ai mes fichiers JavaScript pour tout au long du live, mais j'ai aussi des fichiers un peu bizarres, comme par exemple le package.json. Ça, c'est quand on veut faire un projet en JavaScript, on va utiliser ce fichier, donc avec l'extension .json. Son but à ce fichier-là, ça va être, donc vous avez vu d'ailleurs, toutes les infos sont en format JSON, hein. Son but, ça va être de décrire le projet, lister les dépendances du projet, définir des scripts. Donc ici, on a des scripts, ce qui fait que si on fait npm run suivi du nom du script, par exemple lint, checklint, dev, test, full test, ça va exécuter les commandes qui sont là, précisément. Donc là, par exemple, moi j'ai fait npm run dev, et bien en fait, c'est comme si je faisais cette commande. Voilà, donc là, ici, on peut définir les scripts qu'on veut. Et dans un fichier package.json, on peut aussi indiquer des configurations de base pour certains outils. Voilà. Donc au début, quand on veut créer son projet, on crée le fichier package.json et ensuite on fait la commande npm install qui va s'occuper de tout installer dans le dossier ici non-module. Voilà. Ça, c'est pour la partie package.json. Aussi, un fichier que je peux vous expliquer rapidement, c'est éventuellement le Babel. Babel, j'ai également ce fichier-là, on va pas s'attarder trop longtemps dessus, mais en gros, c'est la configuration de Babel. Et Babel, qu'est-ce que c'est? C'est un compilateur qui transforme votre code moderne en code compatible pour tous les navigateurs. Donc ES6 et puis même les autres versions en JavaScript classique. Donc voilà à quoi sert ce fichier concrètement, c'est des fichiers de config, hein. Et enfin, on a le eslint.js. Bon là, le eslint, c'est donc un linter, c'est une sorte de vérificateur de code. Ici, on a la configuration et ce qui va permettre de configurer eslint, l'outil qui va signaler les erreurs ou les incohérences dans votre code JavaScript. D'accord? Concrètement, on pourrait le comparer un petit peu à un Picot style ou quelque chose comme ça. Là, on peut configurer ESLint en lui disant bah, si tu mets pas de point virgule, eh ben, faut le mentionner. Voilà. Là, vous le configurez vraiment comme vous voulez. J'ai pris une configuration un peu de base
que j'ai pu retrouver dans un ancien projet. Mais après, ça reste, voilà, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez créer vos fichiers JavaScript et pour les lancer, vous faites npm run dev suivi du nom de votre fichier. Ok? Donc là, on revient à mon var. Donc là, j'avais fait var message hello world, j'ai affiché mon message. À noter ici, je peux aussi, là je peux mettre un if true. Donc if true, c'est une condition qui sera tout le temps vraie, hein, donc on ira tout le temps dedans. Je peux redéfinir ici un message en disant hello from the condition block par exemple. Hop. Et ici je laisse console log.message. On regarde ce qui se passe. Ici, message a été redéfini. Ça, c'est un comportement que permet var. Parce qu'en fait, au début, au moment où vous allez exécuter votre script, var va être ce qu'on appelle hoisté. Hoisté, H-O-I-S-T-E, bon, c'est un mot qu'on a traduit de l'anglais, hein. En fait, ça va être remonté, et ce qui fait que vous pouvez redéfinir comme ça dans une condition. Vous pouvez redéfinir, enfin dans un bloc plutôt, vous pouvez redéfinir message. D'accord? Comment on écrit ça en version ES6 ou ES6 friendly en utilisant let et const? Let, alors déjà, est-ce que quelqu'un dans le chat, je vois qu'il y a un petit peu de monde, est-ce que quelqu'un rapidement pourrait me dire la différence entre let et const? Ah, effectivement, vous ne voyez pas exactement le bas. Hop. Est-ce que quelqu'un saurait rapidement en quelques mots me dire la différence entre let et const? Voir si les C25 ont bien compris ce qu'ils avaient fait ou pas. Const constant, donc non modifiable, effectivement. On peut l'initialiser, mais on peut pas changer sa valeur, effectivement. Et let, on va pouvoir. Donc ici, par exemple, on peut faire let, hop, d'ailleurs tout ça. On peut faire let, par exemple, greeting. Souvent on met ça quand on veut mettre un message d'hello. Hop, hello world, comme ça. Donc là, j'ai défini une chaîne de caractères avec let, donc je vais pouvoir la modifier. D'accord? Hop, if true, take. If true, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je décide d'en refaire un. Net greeting égale hello from the condition block. Voilà. Et ici, hop, pardon, ici on va afficher notre message, notre greeting plutôt. Et ici on va également afficher notre greeting. On va voir ce qui se passe. Avant que j'exécute selon vous, bon, ça on peut effacer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être affiché? C'est pas trop dur, hein, en soi, c'est une notion plutôt simple, mais selon vous, qu'est-ce qui va s'afficher si j'affiche ça? Est-ce que les deux vont s'afficher? Est-ce qu'ils vont afficher que hello world? Est-ce qu'ils vont afficher deux fois hello from the condition block? Hop, on peut tester de toute manière. Si on lance, hop, ah, pardon, effectivement, console.log c'est mieux. Là, en fait, on a deux messages. Ouais, effectivement. On a deux messages, hello world et hello from the condition block, parce qu'en fait, ici, on a défini greeting, mais ce qui est important à noter, la notion importante ici, c'est la scope, la portée. On a défini notre variable dans ce bloc-là, uniquement. Ça veut dire que quand on utilisera greeting dans ce bloc, on parlera de ce greeting-là. Quand on appellera greeting en dehors du bloc, en réalité, on appellera ce greeting-là qui est dans la même portée que ce console.log. D'accord? Donc ici, on peut définir deux fois une variable qui a le même nom, mais en réalité, on parle de la variable ici dans ce bloc-là, dans le bloc if, et ensuite ici dans la scope plus globale.
D'accord? Donc ça, c'est pour let. Et après, pour const, bon, pour const, c'est pas forcément compliqué. C'est juste qu'ici, ça risque de ne pas être content. Non, ici c'est bon, puisqu'encore une fois, on a la notion de scope. D'accord? La scope, la portée, on reste dans la même portée. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous faites une variable avec const et qu'ensuite vous faites greeting égale, je sais pas, vous voulez dire bye, là évidemment, on veut pas, parce qu'ici on dit assignment to constant variable. Voilà, on peut pas changer une variable qui est en const. Ça, c'était une des parties plutôt simples de S6. Je pense que c'est tout bon pour tout le monde cette partie-là. En tout cas, maintenant dans votre code, vous saurez, quand vous ferez du JavaScript, éviter un maximum d'utiliser var. Voilà, pour simplifier un petit peu de code, mais surtout le rendre un peu plus lisible et explicite, favoriser les let et les const. Et ça peut aussi vous éviter certaines erreurs que vous ne comprendriez potentiellement pas. Donc on favorise let et const. Ensuite, on peut voir les fonctions fléchées. Alors ça, les fonctions fléchées, on va voir un exemple. Elles ont pour but de simplifier la syntaxe des fonctions tout en évitant des problèmes de this. Alors this, THIS, concrètement, bon, si vous n'avez pas encore vu, c'est pas trop grave si vous ne mémorisez pas, mais pour ceux qui l'ont vu, hein, pour rappel, ça représente le contexte dans lequel votre fonction est appelée. Donc là, hop, on va pouvoir passer, hop, on va pouvoir passer sur l'arrow function, hop. Voilà. Donc concrètement, si je vous demandais à n'importe qui de faire une fonction d'addition, voilà, rien de plus classique, on pourrait faire fonction, par exemple une fonction d'addition, on prend ici deux paramètres, voilà, A et B, pas plus compliqué, on return A plus B. Jusqu'à là, on va me dire, c'est bien Rémi, incroyable. Et si je fais console.log, donc console.log, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de JavaScript, c'est exactement la même chose que print. Vous affichez, alors là, vous affichez dans la console. Si jamais vous voulez tester vous-même, sans avoir à installer, à faire tout le setup, vous pouvez faire clic droit, inspecter quand vous êtes dans le navigateur et aller dans la partie console en haut à droite. Et là, vous pouvez taper du JavaScript pour tester. Voilà, fermeture de la parenthèse. Ici, j'appelle ma fonction, par exemple avec 1 et 2. Voilà, hop, on lance. Donc là, du coup, c'est pas letconst. Mon fichier s'appelle arrowfunction. Hop, et ici, ça m'affiche 3. Ok, ça, c'était la méthode facile pour faire une fonction, ou la méthode plutôt que tout le monde connaît pour faire une fonction classique hein, d'addition. Par contre, si je veux faire exactement la même chose mais avec une fonction fléchée, eh bien, une, euh, je peux créer une variable, une constante. Alors là, ma fonction, là, vous mettez le nom en fait de votre fonction. Concrètement, moi, par exemple, je vais l'appeler add_arrow pour dire que c'est une fonction d'addition mais en version fléchée. Et ensuite, vous mettez un égal, d'accord? Vous mettez les parenthèses, vos paramètres. Alors moi, en l'occurrence, c'est A et B, d'accord? Et fonction fléchée, ça veut dire qu'il faut mettre une flèche, d'accord? Donc vous mettez votre flèche, comme ça, et vous mettez ici, dans cette partie-là, vous mettez ce qui va être retourné. Qu'est-ce que je veux retourner? Et moi, je veux retourner la somme de A et B, d'accord? Donc je mets A et B, A plus B, comme ça, point virgule, c'est tout. Donc là, en une seule ligne, j'ai fait exactement la même chose que ma fonction d'addition au-dessus. Et on peut tester en faisant un petit console log. Donc là, cette fois-ci, j'appelle ma fonction arrow, hop, 2 et 4 par exemple. Voilà, on teste comme ça. Et normalement, c'est censé me retourner 6. Voilà, impeccable. 6, là, j'ai fait une petite fonction fléchée. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et ça facilite dans beaucoup de cas et c'est surtout plus élégant. Petite subtilité à noter également, vous pouvez ici ne pas mettre de crochet entre A et B, ok. Par contre, si vous mettez des crochets comme ça, il va manquer quelque chose, parce que si vous faites comme ça, hop, ça va mettre un undefined. Parce que si vous mettez des crochets, il faut mettre le return de manière explicite. Voilà. Donc là, on met le return.
Voilà, et là ça pose pas de problème. C'est juste que si vous mettez les crochets, on n'oublie pas le return. L'avantage de mettre les crochets, c'est que vous pouvez enchaîner plusieurs, plusieurs fonctions, vous pouvez faire plusieurs appels, plusieurs instructions. Donc par exemple console.log hello, hop, voilà. Là vous pouvez faire ça, c'est l'avantage de mettre des crochets. Sinon, si vous voulez juste faire A et B, compliquez-vous pas, hop, A plus B. Est-ce que c'est bon pour les fonctions fléchées? On va dire la partie la plus simple. Parce que je vais vous présenter un autre petit cas après qui peut être, qui peut être un petit peu déroutant et ça s'adressera, ouais, impeccable. Ça s'adressera surtout à ceux qui en ont déjà fait. Pour ceux qui n'en ont pas fait, compliquez-vous pas trop là pour ce que je vais montrer. Parce qu'il faut avoir, il faut connaître le 10 entre guillemets. Pour ce test-là, je vais vous montrer que ça a un impact sur le 10, les fonctions fléchées. Pour ce faire, je vais créer un objet. Voilà, on crée un objet classique. Donc pour faire ça, on crée notre variable, on met ça entre, on ouvre les crochets. Ici, on va dire, hop, tac, moi je m'appelle Rémi, d'accord. Ici, je vais mettre une fonction dedans. Voilà, donc je vais dire que c'est une fonction greet. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va retourner hello suivi de mon nom, par exemple. On va faire un truc très simple pour l'exemple. Hop, et on va dire que, hop, pour l'exemple, je vais faire un set timeout. Set timeout, ça va permettre de réaliser une action au bout d'un certain temps. Donc là, on va lui dire une seconde. Set timeout, hop, comme ça. Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi il a besoin set timeout pour fonctionner? Ben, une fonction. Donc on va lui donner une fonction qu'on transformera juste après en fonction fléchée pour que vous voyez un petit peu la différence. Hop. Donc qu'est-ce que je vais faire au bout de tant de temps? Eh ben, je vais afficher par exemple hello, hop, plus 10.name. D'accord, comme ça. Voilà. Et ça, on dit que tu vas le faire au bout de une seconde. Donc ici, on a notre temps en millisecondes. Hop, donc ça, tu me fais ça au bout d'une seconde. Hop. Et ensuite, je fais un objet.grid. Donc là, j'appelle ma fonction. On peut exécuter ça. Hop, donc là, on a attendu à peu près une seconde. Et là, ça me met hello undefined. Ah, pourquoi? C'est bizarre, parce que 10.name, ah, je l'ai là. Pourquoi ça me sort pas Rémi? Parce que là, votre 10, il fait pas référence à l'objet. C'est ça le problème. Pour qu'il fasse référence à l'objet, vous pouvez utiliser une. Vous pouvez remplacer ici setTimeout par une fonction fléchée. Donc pour ce faire, rien de compliqué, on enlève le mot-clé fonction. Hop, hop. Donc là, on attend une seconde à peu près. Voilà. Hello Rémi. Là, avec le this ici, je fais bien référence à l'objet. C'est un peu une notion compliquée, mais sachez qu'il faut garder en tête si un jour vous faites face à des problèmes en utilisant des fonctions fléchées et vous vous dites ah là là, ça me sort pas ce que je veux, ça fait pas référence à l'objet, dites-vous, faites bien attention sur le fait de si vous avez utilisé des fonctions fléchées ou non. Ok, ça c'est important. Je voulais ouvrir quand même cette parenthèse parce que oui, on peut utiliser une classe, bah justement les classes, bonne remarque, les classes on viendra dessus juste après qu'il y ait une autre fonctionnalité de S6. Mais là, dans notre exemple, en tout cas le this, si on veut qu'il fasse référence à l'objet, dans notre cas, il faut mettre une fonction fléchée. Voilà, donc faites bien attention, les fois, ça m'est déjà arrivé, même en entreprise, de faire face à ce genre de problème. Je me dis pourquoi ça marche pas, mais c'est parce qu'il faut bien regarder la manière dont vous codez et dont vous utilisez vos fonctions classiques ou fonctions fléchées. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Les classes de toute manière, on reviendra dessus juste après. On peut enchaîner par une autre fonctionnalité clé qui sont les template literals. Alors là, ça va être très rapide. Globalement, je pense que il n'y a pas forcément besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour comprendre ce que sont les template literals. Hop. Concrètement, leur but, ça va être d'incorporer facilement des variables dans des chaînes de caractères. Ok. Et sans avoir besoin de les concaténer. Donc de faire des espèces d'additions un petit peu moches entre guillemets. Là, vous allez voir, c'est beaucoup mieux et ça
peut faire penser au F, vous savez, les F-strings en Python, pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, en gros, comment on faisait avant? Eh ben, si on avait une variable qui s'appelait name, ok, une variable qui s'appelait âge, par exemple, hop, et qu'on voulait, par exemple, créer un message, on pouvait concaténer en faisant hello plus, voilà, le nom, tech, plus euh, ce que vous voulez, you are tech, ensuite vous mettez l'âge, hop, par exemple. Vous faites ça, donc là vous avez vu c'est pas pratique, vous vous retrouvez avec des plus dans tous les sens, donc vraiment c'est pas top, mais en attendant, ça marchait. Si je fais console log message, typiquement on devrait pas avoir de soucis. Hop, template is erased, voilà, on regarde LOMI, you are 28 years old. Là on est bon. Ok. C'est pas pratique. Maintenant, avec les templates iterables, c'est beaucoup mieux, puisque on va pouvoir, à la place de faire ce truc-là, hop, d'ailleurs, tech, à la place de faire ça, on va pouvoir tout mettre dans notre chaîne de caractères. Alors attention, pour que ça marche, il faut mettre des backsticks. Les backsticks, c'est quand on fait, alors moi je suis sur Windows, c'est AltGr 7. Voilà, après si vous êtes sur Mac, je sais pas exactement, mais c'est attention, faut faire gaffe, c'est pas une quote, hein. C'est bien des backsticks. Donc vous ouvrez ici avec des backsticks et puis là, vous faites votre chaîne, d'accord? Et quand vous voulez mettre votre variable, vous faites $, et vous ouvrez les crochets. Voilà. Et ici, vous mettez votre variable. Donc ici, moi, c'est name, ma variable. Hop, you are, tac. Ensuite, je veux mettre mon âge. Hop, voilà, comme ça, on lance. Et ici, on a bien le message, comme quoi j'ai tant d'années. Voilà, là, c'est une manière de faire des chaînes de caractères un petit peu plus facilement, beaucoup plus lisible également, parce que dès qu'il y a des plus un peu dans tous les sens, on se dit oh là là, c'est quoi ce bazar? Là au moins, on a une seule et même chaîne et on incorpore les variables qu'on veut là où on veut, surtout, c'est important. Autre avantage des templates littérales, c'est qu'on peut faire ça sur plusieurs lignes. Donc, typiquement, si vous créez votre chaîne, vous pouvez l'ouvrir ici, hop, vous faites hello, tac, vous faites comme ça, même comme ça, peu importe, tac, et voilà. Là, ça va le créer sur plusieurs lignes. Ça peut être quand même très utile. C'est bon pour tout le monde, les templates literals? Ça, pareil, c'est une des fonctionnalités clés, mais pas très complexes à comprendre, hein, globalement. Hop, ok. Eh ben écoutez, on peut continuer. Autre fonctionnalité, c'est la déstructuration, où vous pouvez peut-être voir le terme destructuring. Concrètement, son but, ça va être d'extraire des valeurs, d'accord, d'objets ou de tableaux de manière concise. Donc, la déstructuration, elle va permettre, euh, hop, elle va permettre bah oui, donc d'extraire des valeurs, pardon, de manière beaucoup plus concise. Donc, on va regarder comment ça se présente. Hop, concrètement, si je vous crée, hop, une personne ici, vous lui dites toujours le même, voilà, on reste, on change pas une équipe qui gagne. Hop, pardon. On lui donne un nom, on lui donne un âge à cette personne. Tac. Si je veux directement récupérer mon nom ou mon âge, eh bien ES6 nous permet de faire donc de la déstructuration. Et donc en fait vous pouvez directement récupérer dans des variables name, âge,
égale personne. Et du coup, votre name ici contiendra le nom de votre personne et votre age contiendra l'âge de votre personne. C'est quand même très pratique. Et donc, on peut faire le test. Console.log, si on fait le console.log donc de votre nom et puis de votre âge, hop, on exécute ça, hop, voilà, Rémi 21, impeccable, tout fonctionne, on est bon. Vous pouvez aussi déstructurer un tableau. Par exemple, vous avez une liste de nombres, vraiment basique, 1, 2, 3, ok. Eh bien, vous pouvez récupérer, disons, le premier et le deuxième nombre, le premier et deuxième élément. Donc, hop, toujours. Donc cette fois-ci, vous mettez pas des crochets, pardon, vous mettez des, enfin, vous mettez pas des accolades, vous mettez des crochets et hop, on peut l'appeler first, second. On se base sur quel tableau? Eh bien, on se base sur my list, d'accord, hop. Et donc pareil, on peut afficher normalement. Hop, on regarde ce que ça donne. 1, 2. On a récupéré le premier élément et le deuxième élément de notre liste, ce qui est très pratique. Hop. Une autre spécificité sur la déstructuration qui peut être prise en compte, même si bon, en soi, vous pourriez l'utiliser, vous pourriez en avoir besoin. Si votre personne ici, elle n'a pas d'âge, bah c'est pas grave, vous pouvez lui donner un âge par défaut. Ici, au moment où vous déstructurez, vous dites qu'elle a 21 ans, hop, ou peu importe, on s'en fiche. Vous exécutez, voilà, ça aura pas posé de problème, elle aura bien 21 ans. Ok, tout bon, cette partie-là. Hop, avant qu'on passe à la partie un petit peu plus avancée. Hop. Est-ce qu'il y a des questions déjà? S'il y a des questions sur la partie des fonctionnalités clés, allez-y, c'est le bon moment. Et si c'est tout bon, on va pouvoir continuer. Non, c'est tout bon, bon. Parfait. Et bien maintenant, passons aux fonctionnalités un petit peu plus avancées. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Et dans le chat aussi, ça a évoqué le sujet. ES6, ça introduit les classes. Si vous êtes actuellement en premier trimestre, vous faites que du Python. Enfin, vous faites que du C, pardon. Donc, vous n'avez pas encore vu cette notion de classe. Si vous avez fait du Python ou même du JavaScript, vous devriez bien être familier avec ce concept et c'est vraiment pas, il n'y a pas énormément de différence. Si vous savez le faire en Python, ça prend pas longtemps à savoir le faire en JavaScript. Donc concrètement, le but d'une classe, c'est quoi? Bah, c'est introduire enfin, qu'est-ce qu'a permis ES6? Elle a introduit donc la syntaxe des classes pour structurer les objets de manière plus lisible et plus proche des langages orientés objets. D'accord? Donc concrètement, hop, concrètement, on va pouvoir faire des exemples, même si je pense que pour ceux qui ont vu des classes, est-ce qu'il y en a dans le chat? Surtout, n'hésitez pas, hein, vraiment, je le regarde en même temps. Est-ce qu'il y en a qui ne savent vraiment pas ce qu'est une classe? Surtout, n'hésitez pas à le dire, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Hop, on va pouvoir. Non? Ok. On va pouvoir y aller alors. Hop. On va créer ici notre classe. Donc en fait, pour créer une classe concrètement, c'est quoi? Si on veut vulgariser un petit peu la chose, c'est comme une sorte de modèle, de blueprint pour créer des objets. Voilà. Vous allez avoir, vous avez envie de créer votre voiture, et ben vous créez un modèle de voiture. Donc votre voiture, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir une marque, elle va avoir une puissance, elle va avoir une année de construction, elle va avoir un prix. Voilà. Tout ça, vous allez le mettre dans votre classe en lui disant, voilà ce que doit avoir une voiture. Et après, vous allez pouvoir créer des voitures. Donc ici, on va pas créer des voitures, on va créer par exemple, comme on prend l'exemple depuis tout à l'heure, on va créer des personnes.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a une personne? Elle a un nom, elle a un âge. Elle a aussi, si vous faites ça dans une application, si vous créez une application, bah, elle peut avoir un email, elle peut avoir un mot de passe, elle peut avoir une adresse, voilà, elle peut avoir plein de choses. Voilà, classe Doug par exemple. Elle peut, voilà, qu'est-ce qu'un chien? Bah, un chien, ça va avoir, je sais pas, ça peut avoir un maître, ça peut avoir un âge, pareil, un nom évidemment, une race, euh, peu importe. Mais en gros, votre classe, ça va vraiment être votre modèle, votre blueprint, un petit peu. Voilà. Donc ici, classe personne. En JavaScript, il y a une méthode. Alors une méthode, c'est quoi? C'est une fonction à l'intérieur d'une classe. Ok. Il y a une méthode qui s'appelle constructor, qui fait penser donc à la méthode init en Python, hein. Constructor, ça va être la méthode qui va être appelée dès que vous allez créer une personne. Voilà. Dès que je vais vouloir créer un nouvel utilisateur, une nouvelle personne, par exemple Rémi, eh bien cette méthode-là, constructor, elle va être appelée directement au moment de la construction de l'objet. Ok. Donc, de quoi a besoin ma personne pour être en vie dans mon programme, du moins? Elle a besoin d'un nom, d'un âge, disons. Et en fait, ici, vous allez dire, vous donnez le nom de la personne, donc 10.name, vous lui donnez le nom qui a été rentré et son âge, 10.age, vous lui donnez, hop, l'âge que je lui ai rentré ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre une autre méthode, par exemple, greet. Donc au final, je prends le même exemple que tout à l'heure, mais comme on a vu dans le chat, là on refait la même version, mais avec des classes. Qu'est-ce que fait ma fonction greet? Hop, et bah elle va faire un console.log. On va même introduire les backsticks, tiens, on va en faire un petit mélange. Hello, hello, my name is tech. Hop, le petit dollar pour ceux qui ont mémorisé. Mémorisez bien tout ce qu'il y a là, parce qu'après on fera un petit challenge pour voir si vous avez bien retenu. Voilà, 10.name and I am, je sais pas, hop, I am 10.age years old. Hop, on fait ça. Et après, comment on crée notre utilisateur? Alors, pour créer un utilisateur, enfin pour instancier, pour créer une instance d'une classe en JavaScript, hop, alors on crée, donc ici, on donne le nom de votre instance, myPerson, ou ça peut être Rémi, enfin on s'en fiche. Donnez toujours des noms, enfin on s'en fiche pas réellement, donnez toujours des noms qui ont du sens. Mais ici, pour notre exemple, c'est pas forcément le plus important. On utilise le mot-clé new, suivi du nom de la classe. Donc ici, on veut mettre une personne. Et ici, bah, vous voyez, en plus, ici, VS comme me le dit, il a besoin d'un nom et d'un âge, évidemment, parce que dans le constructeur, j'ai dit ici, j'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un âge. Donc mon nom, Rémi, et en âge 21. D'accord? Et après, hop, le petit point virgule. Et ensuite, donc là, si je fais ça, juste comme ça, évidemment, il va rien se passer. Enfin, rien ne va être affiché en tout cas. Voilà, impeccable. Par contre, si j'appelle la méthode ici, si j'appelle la méthode greet, donc en faisant typiquement, donc ma variable c'est myPerson.greet, comme ça, hop, hello, my name is Remy and I'm 21 years old. Je peux aussi faire exactement la même chose avec une deuxième personne, voilà. Ici on va l'appeler John, et John, disons, il a 25. myPerson.greet, hop, myPerson2 d'ailleurs, tech. Là, on regarde. My name is John and I am 25 years old. Bon, ça, si vous avez déjà fait les classes en Python, ça va vous paraître vraiment simple. Si vous avez fait peut-être les structures en C, vous pouvez vous dire ça a un petit lien, c'est vrai. Mais globalement, si vous avez déjà fait de la programmation orientée objet, même si c'est pas en JavaScript, ça devrait pas être forcément très compliqué. JavaScript, enfin, les classes en JavaScript permettent de faire quelque chose qu'on peut faire aussi dans d'autres langages, hein, c'est l'héritage. L'héritage, c'est qu'on va pouvoir créer une classe qui va hériter, donc qui va être une sorte de classe enfant d'une autre classe. Par exemple, ici, personne, c'est une classe assez large. Et ben, on pourrait créer une sous-classe qui s'appellerait par exemple euh, student. On pourrait créer une classe student qui hérite de la classe personne. Par exemple, la classe dog pourrait être un enfant d'une classe animale, par exemple.
la classe animale serait la classe parente. On a aussi la classe voiture qui pourrait être un enfant qui pourrait hériter d'une potentielle classe véhicule. Et du coup, véhicule pourrait avoir plusieurs classes pourraient hériter de véhicules comme voiture, moto, bateau, camion, etc., etc. D'accord? Donc c'est ça cette notion d'héritage. Et concrètement, comment ça se traduit? Mais ici, en fait, vous créez votre classe. Donc par exemple, student, parce que vous êtes d'accord avec moi que tous les students sont des personnes. Donc vous créez student, votre classe student. Et ici, vous utilisez le mot clé extends pour dire que ça va être une sous-classe qu'elle va hériter de votre classe personne. D'accord? Sans extend personne, ça ne marche pas. Ok? Et donc ici, on ouvre les accolades, toujours, très important. Hop. Et dans votre constructeur, donc au moment où vous allez créer un student, d'accord? Qu'est-ce qui prend votre constructeur? Il peut prendre par exemple un an, un nom, un âge, une position. Hop. Position, c'est pour dire students ou alors euh, level. On va mettre level par exemple. Ça va être son niveau à l'étudiant. Parce qu'il est en première année, deuxième année, troisième année. Peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, ça, je pose la question justement aux étudiants en, en C26. Comment on fait pour dire, au lieu de faire 10.name égale name et 10.age égale age, comment on fait pour directement appeler le constructeur de la classe parente? Quel mot-clé on utilise? C'est le même, normalement vous le connaissez tous. Exactement. Super, bien joué. Donc ici on fait super name age. Donc ici ça va appeler le constructeur, ça va appeler celui-ci. Hop, on appelle le constructeur parent. Et ensuite, on a rajouté ici un nouvel attribut qui est level. Donc 10.level égale level. Comme ça. 10.level égale level. Et ici, on peut faire un grit. On peut recréer un grit ici, réécrire par-dessus. Ok. Ça, c'est un concept très important de la programmation orientée-objet. On peut appeler la fonction grit de la classe personne, de la classe parent. Hop. Et ensuite, on peut faire un console.log tac de, par exemple, je suis en. D'ailleurs, on va le mettre avec les backsticks. Tac, je suis. On va le faire en anglais, allez. I'm in here. Peu importe, hop. Tout ça, c'est des exemples. Après, vous savez, vous vous doutez bien qu'on peut l'appliquer à plein de situations différentes. Et en fait, ici, quand je vais créer mon étudiant, par exemple, je vois qu'on a El Manioc. Eh ben, on va mettre un manioc ici. Si on crée un autre manioc, on dit que c'est un étudiant, donc new student, qui s'appelle Manioc. Il a, imaginons, 40 ans, par exemple. Je sais que non, mais pour l'exemple, on va dire que oui. Hop, tac. Et il est par exemple en première année. On m'appelle le grand débugger, exactement. Et bien ici, si on fait manioc.grit, je pense que vous venez voir, vous voyez arriver la chose. Hop, manioc. Tac. On exécute. Ah. Tac. Level is not defined. 10.level, pardon. Hop, on a oublié le point 10. 10 points. Hop. Voilà. Hello, my name is Rémi. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et hello, my name is Manioc. Donc là, vous avez vu, on a bien appelé la méthode grit ici, du parent, et I'm in year one. Vous avez vu, c'est assez pratique. Tac. Ok. Donc ça, c'est pour la partie classe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que globalement, ouais.
Voilà. Et si vous êtes, voilà. Si jamais il y en a qui bossent sur les arbres binaires en C, c'est normal de pas tout comprendre, hein, je le rappelle juste. Hop, on va passer rapidement sur l'autre fonctionnalité qui sont les modules. Ok, donc les modules, leur but c'est d'organiser le code en modules réutilisables, facilitant la gestion de gros projets en JavaScript. Donc on va pouvoir faire, on va pouvoir faire un exemple. Tech. Hop, on va créer module.js. Voilà. Imaginons, on va peut-être même créer pour l'exemple math.js. Voilà, ici j'ai un fichier math.js dans lequel je vais créer des petites fonctions de maths. Ok. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, const add, on va faire tant qu'à faire une petite fonction fléchée. Add b, hop, vous faites ça a plus b, ok. Ici on peut en faire, on peut faire la même chose avec une soustraction, subtract, par exemple. Hop, vous faites AB, ok. Votre flèche, A-B, ce sont des exemples. Ici, là vous l'avez défini dans math.js. Ce serait cool quand même de pouvoir l'utiliser ailleurs. Et bien les modules, ils vont le permettre. Ils vont permettre de scinder votre code en plusieurs fichiers, ce qui va le rendre évidemment plus facile à maintenir et à organiser. Parce que comme ça, vous saurez que vous avez un fichier qui gère les fonctions en maths, un autre fichier qui gère peu importe quelle est sa fonction. Mais vous aurez un fichier pour chaque partie de votre application. Ça va être plus facile donc à organiser, à maintenir. Et pour faire en sorte que ça marche, il va falloir utiliser des nouveaux mots-clés, import et export, pour partager les fonctions des objets ou des classes entre les différents fichiers. Pour ce faire, donc on va essayer, on va faire un petit export. Hop. Donc là, on va le rendre accessible dans d'autres fichiers. Et si, imaginons dans module fichier, on va utiliser donc pas le mot export, mais cette fois-ci import. Hop, là, si vous avez suivi, attention, accrochez-vous, il faut cette fois-ci utiliser la déstructuration. Donc on récupère add et subtract from. Donc où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans math, dans le module math. Ok, tac. Il se trouve dans maths, et donc on vérifie si on y arrive à y accéder. Hop, console.log A de 1 et donc 2, imaginons. On regarde déjà si ça a marché. 3. Ah, bonne nouvelle. Et de toute manière, quand je fais CTRL-clic dessus, ça m'emmène bien dans math.js. J'ai exporté, donc je peux l'utiliser, je peux le récupérer en faisant un import. Là, si je fais pareil, la même chose avec subtract, voilà, hop, subtract, hop, 2, on lui enlève 1, hop, il reste 1. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clé défaut. Hop. Alors, non, pas comme ça. Vous pouvez faire ça. Hop. Export défaut add. Ça va faire en sorte que, en fait, quand vous utilisez pas, quand vous ne déstructurez pas, excusez-moi, quand vous ne déstructurez pas, il saura tout de suite que vous faites appel à add. Voilà. Donc concrètement, import add from math. Bon là évidemment celui-là, il va pas être content parce qu'il connaîtra pas subtract. Évidemment. Take. Voilà, 3. Ici, import add from math, ça marche parce que j'ai fait un export défaut. Voilà. Si, on peut faire le test. Hop. Si jamais je le fais pas, il va pas connaître. Voilà. Donc, on n'oublie pas. Ici, on déstructure. Hop. On est bon. Voilà. Ça, les modules, import, export, ça, c'est des mots-clés à connaître qui sont bah, évidemment de plus en plus utilisés et surtout, enfin,
même beaucoup utilisé à l'heure actuelle. Hop, on est bon sur cette partie. Maintenant, les spread opérateurs. Les spread opérateurs, pareil. Fonctionnalité de S6 qui a pour but de simplifier le travail avec des tableaux, des objets et de manipuler des données plus facilement. Là, je pense, alors à titre personnel, je sais pas si c'est le cas pour vous, c'est une de mes fonctionnalités préférées. Enfin, le jour où j'ai découvert, je me suis dit, ah, c'est quand même cool. Hop, par exemple, thread.js tech. C'est une fonctionnalité assez sympa parce qu'imaginons que vous avez une liste. Vous avez une liste de nombres. Ok. Vous avez une liste de nombres. Et si vous voulez avoir une seconde liste, par exemple, more numbers, pour l'exemple, et hop, 4, 5, comment je peux faire pour lui dire qu'en gros, je veux que ce soit numbers plus 4 et 5 à la fin? Et bien en fait, pour ça, vous pouvez utiliser le spread operator, donc trois petits points comme ça, numbers, ici. Et donc là, ça va copier, combiner, enfin ça va copier votre tableau de manière simple. Voilà, ce qui est quand même très pratique. Et donc là, on peut tester. Hop, more numbers. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. Parce que si j'avais pas mis les trois petits points, là évidemment, ça m'aurait mis une liste dans ma liste. Voilà, vous voyez, ici il y a une liste, puis 4 et 5. Non, moi je veux vraiment qu'ils mettent ce qu'il y a dedans. Je veux pas la liste. Donc, hop, take. Là au moins, on est bon. Ça, c'est vraiment pas très compliqué. Ça marche aussi, pardon, avec des objets. Par exemple, si je crée toujours ma fameuse personne, voilà, on lui donne un name, tech, on lui donne un name, on lui donne, hop, un âge, par exemple. C'est mieux de mettre un égal en général, tech. Et là, vous voulez, je sais pas, mettre à jour cette personne, entre guillemets, enfin créer une seconde personne, new person. Et là, vous avez envie de dire, tu me prends tout ce qu'a ma personne et tu le rajoutes, euh, tu le rajoutes ou tu modifies un des éléments de un attribut de notre objet. Par exemple, l'âge, on a envie de dire qu'il a 23. Eh bien, vous pouvez dire, hop, personne comme ça et âge 23. Donc là, vous mettez à jour, tech, enfin, vous l'affichez plutôt. Hop, non, c'est peut-être pas, non, non, non. Pas entre guillemets, je sais pas ce que je fais, tac, c'est mieux comme ça. Et là, si vous voyez, hop, pour être sûr que vous voyez, là, il a bien repris les attributs de mon objet et il a mis à jour mon âge. Voilà, pas forcément plus compliqué. Est-ce qu'on est bon pour ça? Allez-y, c'est le moment parce que là, on va passer sur du plus concret. Je sais que ça fait souvent, ça peut un peu casser des têtes. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Si on n'a pas, on enchaîne. On est tout bon. Ça m'a l'air. Euh, Trop facile. Euh, Là, on va parler des promesses, des async await. Déjà, qu'est-ce qu'une promesse? Faut déjà mettre des mots dessus parce que beaucoup les utilisent sans vraiment arriver à mettre de mots dessus. Déjà, une promesse en JavaScript, c'est un objet qui représente une valeur qui arrivera plus tard ou qui n'arrivera pas. D'accord? Elle peut être dans trois états, ma promesse. Elle peut soit être pending, donc en attente, par exemple quand elle vient de démarrer mais qu'elle n'a pas encore terminé, on va dire. Je voulais pas dire juste après parce que elle est soit en attente, soit elle est fulfilled.
fulfilled, ça veut dire qu'elle est résolue avec succès, donc la promesse a fonctionné, soit elle est rejected, donc rejetée, elle est échouée. Voilà, elle peut être dans ces trois états-là. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles permettent de faire les promesses? Elles permettent de gérer des tâches asynchrones de manière plus propre et plus claire. Tandis que async await, que vous voyez là, euh, ils vont permettre d'écrire du code asynchrone de manière synchrone, ce qui va le rendre plus facile à comprendre. Avec async await, notamment avec le wait, vous allez pouvoir dire tu attends que ma promesse ici, ça soit terminée, résolue, rejetée, avant de continuer. Donc, trêve de bavardage, on va prendre ici des exemples. Tac, hop, j'avais préparé ici. Promesse. Par exemple, on va créer ici une petite, on va créer ici une petite constante qui va s'appeler par exemple fetch data. Ok. Alors pour créer une promesse, c'est new promise, hein. Voilà, c'est un objet. Ici, vous pouvez regarder un petit peu à quoi ça ressemble ici. Hop, vous faites new promise et là, vous mettez une fonction à l'intérieur. Donc ça, c'est dans le cas où c'est résolu. Dans le cas où c'est rejeté, petite fonction fléchée tant qu'on y est. Hop. Là, pour ceux qui n'ont jamais fait de JavaScript, c'est une notion, en une heure, c'est difficile de l'aborder, je vous le dis. Donc si jamais vous avez un peu de mal à comprendre, c'est pas grave, c'est normal. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va simuler comme si on faisait un appel API, qu'on récupérait des données. On le fera dans l'exemple de tout à l'heure, mais là on va faire vraiment une pure simulation. Donc on va dire que ça va prendre une seconde à venir. Hop. Donc ici on va dire set timeout. D'accord? Tac. Set timeout. On va attendre disons 2 secondes pour l'exemple. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Hop, une autre petite fonction fléchée. Tac, parce qu'on adore ça maintenant qu'on les gère. Hop. On va dire que notre promesse, on va simuler que tout se passe bien, hein. Ça, encore une fois, c'est de la simulation. Le jour où on fait un appel API à une vraie API, on n'est pas sûr que ce soit succès à chaque fois. Il peut, pour X, Y raison, y avoir un problème et le succès peut être à faux. Et donc, si success, voilà, donc nous, ce sera dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va dire, on va résoudre, on va mettre notre promesse dans l'état de resolved, donc résolu, resolve, et avec le message, par exemple, hop, pardon, oula, tech, data loaded. Voilà, ça c'est par exemple dans le cas où vous faites un appel à payer et que les données vous reviennent bien, impeccable, la vie est belle. Hop. Et sinon, dans le cas où ça marche pas, c'est pas resolve mais c'est reject évidemment. Et là, erreur, loading data. Tech. Voilà. Là ici on simule ça. Et donc, ceux qui ont fait notamment les C25 et C24, C23 s'il y en a, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les deux mots-clés qui me permettent de récupérer les réponses en cas de succès et en cas d'erreur? Donc là, je vais faire appel à fetch data. Hop, fetch d'ailleurs. Hop. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, pour le front du HBNB, vous devez utiliser à mon avis fetch ou Axios. Je sais plus lequel on vous fait utiliser. Et à mon avis, il est fort probable que vous utilisiez await. Voilà, await, on va le voir juste après. Surtout dites-moi dans le chat, hein, si je me trompe, normalement vous devriez utiliser await. A5 await. Pour pouvoir attendre les résultats de vos appels API. Mano si jamais, peu importe. Euh, hop. Ouais, bah voilà. Bon, en gros, les deux mots ici que j'attends, c'est then et catch. Donc en fait, quand vous allez ici, vous allez faire votre fetch data, ok. Vous allez faire votre fetch data et en fait, vous allez faire point .then. Donc ça, ce sera en gros une fois que ma promesse sera résolue, alors tu vas me faire ce que je veux que tu fasses. Donc nous, dans notre cas, ça va prendre une réponse.
Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre réponse? Bah, nous, on va l'afficher, on va rester simple. Voilà. Et si, donc d'ailleurs, on pourrait faire ça si vous voulez que ce soit mieux. Et si jamais, parce qu'il faut toujours le penser en programmation, si jamais il y a une erreur, c'est point catch. Ok? Error. Et là, vous faites un console.log de votre error. Ok? Vous faites ça comme ça. C'est magnifique. Là, on peut lancer ça. Donc là, on va attendre 2 secondes. Et voilà. Data loaded. Notre promesse a été résolue. D'accord? Si par contre, je mets le success à false, donc là, on simule que l'API n'a pas pu nous renvoyer les données, eh bien, error loading data. On va bien dans le point catch. Ok? Alors ça, c'est bien. Le point then, le point catch. Mais il y a quand même des manières un petit peu plus modernes et agréables pour on va dire, récupérer les résultats. Et c'est là que async et await interviennent. D'accord? Pour ce faire, on va déclarer une fonction, on va définir une fonction async. D'accord? Donc on va utiliser le mot async function. Il faut utiliser ça comme ça, async function. Si vous n'utilisez pas async, vous ne pourrez pas utiliser await dans votre fonction. D'accord? Là, on peut l'appeler, vous appelez votre fonction comme vous voulez, load data. Voilà, puisqu'ici, nous, on veut charger des données. Et on va mettre, étant donné qu'on ne peut pas faire de point catch, là, on va pas utiliser point .then, on va pas utiliser point .catch. On va utiliser... Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'ailleurs? Je m'arrête là. Dites-moi ce qu'on peut... pour ceux qui ont fait du JavaScript. Qu'est-ce que j'utilise si je peux pas utiliser point .then et point .catch? Pour récupérer ou gérer les exceptions. Parce qu'il y en a qui l'ont dans le chat. Pers- Salut. Personne ne l'a? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour gérer les exceptions? C'est à peu près comme en Python, hein. Await, non. Alors await, on va l'utiliser pour attendre que notre promesse soit résolue, mais pour anticiper un potentiel problème, par exemple la promesse est rejetée et non résolue, try except. Ouais, alors du coup c'est pas try except, mais ce sera try catch. En try except, c'est pour c'est en Python. Là, nous, on est sur du try catch. Mais oui, sinon c'est ça. Donc, on fait notre petit try. On récupère notre réponse. D'accord? Hop. On récupère notre réponse. Et là, on va utiliser await. Et là, qu'est-ce qu'on fait en utilisant await? Et ça, c'est assez important. C'est on attend que la promesse soit résolue. Tant que la promesse n'est pas résolue, on attend. On reste là. Et donc ici, qui c'est ma promesse? Fetch data. Voilà. Fetch data, juste fetch data d'ailleurs. Hop, fetch data. Et ensuite, console.log, réponse. On affichera notre réponse. Par contre, si jamais il y a un problème, enfin, si jamais la promesse est rejetée et non résolue, eh bien, on n'oublie pas le catch. Donc console.log et on récupérera l'erreur. Là, dans mon cas, on a simulé ici un succès false. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On attend 2 secondes. Hop. Ah, take. D'ailleurs. Hop. Ici. Alors, on va déjà essayer une fois. Hop. Là, on attend 2 secondes. Wait, fetch data. Hop. Euh,
Là, ici, on attend notre réponse, on reject, on récupère la réponse, on l'attend. Hop, pardon, évidemment. Ici, j'ai créé une fonction, mais je l'appelle pas. Donc évidemment, on va avoir un souci si on l'appelle pas. Hop, donc on n'oublie pas d'appeler notre fonction, c'est mieux, en général. On attend. Hop, data loaded. Vous avez vu, on a attendu 2 secondes. J'ai appelé ici ma fonction qui a attendu que notre promesse soit résolue ou non. OK. Et une fois que c'était résolu, là, en l'occurrence, on a simulé un succès à true. Donc, on va afficher la console, enfin, on a affiché la réponse. Dans le cas où, imaginons, notre API ne nous renvoie pas des données, enfin, ça ne fonctionne pas. Hop, on a une erreur, erreur loading data. OK, comme tout à l'heure. Mais ici, vous avez vu, on a utilisé A5 et await. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ce que vous devriez utiliser pour la partie 4 du HBNB. Si j'ai bien compris, c'est pour remplacer Dance. Si oui, y a-t-il un intérêt à utiliser l'un plus que l'autre? On va dire que A5 Await, c'est la version plus moderne, concrètement. C'est la version plus moderne et surtout là, l'avantage, c'est vraiment tu attends. Tu attends avant de continuer. Parce que déjà, alors déjà, si vous oubliez ici, oui, c'est pour rendre le code plus lisible, plus maniable. Voilà, tout à fait. Si j'oublie le wait, vous allez voir ce qui se passe. Et là, c'est intéressant. Regardons. Donc là, évidemment, il y a eu une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai pas mis de wait, j'ai pas attendu. J'ai pas attendu que ma promesse soit résolue. Donc, il m'a affiché, lui, il m'a affiché réponse. C'est-à-dire que réponse, je lui ai dit, tu m'affiches ça. Mais sauf que ça, fetch data, c'est une promesse. Ah, c'est une promesse, elle est dans quel état? Si elle n'a pas terminé, parce que dès que je la lance, elle prend 2 secondes, elle pourrait être soit résolue, soit rejetée. Donc, une fois que comme j'ai pas mis le wait, une fois qu'on a passé cette ligne, on a tout de suite passé à la ligne en dessous. Donc response, qu'est-ce que c'est? Bah response, c'est une promise qui est dans l'état pending. Elle est encore en attente de savoir si elle a réussi ou non. Et là, du coup, après, vous avez continué, hop, on a continué en bas. Là, si je ne veux pas continuer, si je veux être sûr que réponse contient bien quelque chose avant d'enchaîner, on n'oublie pas le await. Hop, et là, on est bon. Là, ici, là, ça attend bien 2 secondes, on le voit bien. Mais là, concrètement, A5 await, c'est surtout pour de la lisibilité, de la maniabilité, comme c'est dit dans le chat, c'est très bien dit. C'est surtout pour ça qu'on les utilise. .then, .catch, ça s'est vu, hein, ça se voit, mais on favorise A5 await. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que je vois que le temps défile. Donc, bon, c'est pas grave, on continue, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai un petit exemple pratique, si ça vous va. Hop. Ce que je vous propose, alors là, je vous ai mis le QR code, vous n'êtes pas obligé de le scanner maintenant, hein. C'est pour plus tard. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un exemple pratique de tout ce qu'on a vu là pendant cette live coding session dans un petit programme JavaScript, d'accord, qui va nous permettre de récupérer tous les personnages de Star Wars ainsi que tous les films dans lesquels on peut les voir. Vous allez me dire à quoi ça sert? À rien. Voilà, ça ne sert à rien. Mais c'est pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Star Wars, c'est sympa, beaucoup de gens aiment bien. Bon, même si vous aimez pas, au moins l'exercice il sera sympa. Donc je me suis dit on pourra faire ça et je vous ai mis le QR code du coup pour accéder à Swappy, je crois que ça s'appelle. En fait c'est une API que vous pouvez utiliser totalement quand vous voulez, qui vous permet de faire des appels API et de jouer avec des API sur l'univers de Star Wars. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez récupérer des noms de films, récupérer des noms, vous faites ce que vous voulez vraiment. Et c'est assez pratique quand on a envie de tester son programme, voir s'il marche bien. Et surtout pour découvrir les API, et étant donné on reste dans le cadre d'une formation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, il y a le QR code si vous voulez, de toute manière vous pouvez le revoir dans la rediffusion du live. Et on est parti pour faire, hop, notre tech, notre programme, tech, hop. Est-ce que déjà, je me dis on va faire la séance de questions maintenant, et comme ça après on va enchaîner.
s'il y a des questions, après je sais que vous en avez déjà posé, donc c'est plutôt cool. S'il y a des questions, on y répond maintenant et ensuite on enchaîne avec le. Je vais coder le petit programme et après on fera le petit challenge et on aura terminé notre live coding. Non, ça a l'air d'être bon. Vous mettez que des bonhommes plutôt contents, plutôt satisfaits, donc tant mieux. On est parti alors pour. Hop, vous voyez tout, c'est parfait. On est parti. Alors là, pour faire un appel API, déjà, il faut qu'on se base euh, sur une URL de base. Voilà. Donc ici, on va l'appeler base URL. On l'appelle const, enfin on utilise const pardon parce qu'on sait qu'on va pas retoucher à cette chaîne de caractères. Et ici, donc là on va gagner du temps, je l'avais préparé. Tac. Ici ça va être notre base pour faire les requêtes. Ok. Si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas, hein. Donc ici c'est notre URL de base. Hop, tac. C'est à partir d'elle qu'on va pouvoir faire nos requêtes. Ensuite ici, on va créer une fonction pour récupérer nos persos, nos personnages. Donc tous les personnages. Je vais peut-être en choquer certains. Je n'ai pas vu Star Wars, c'est sur ma watchlist. Donc vous me direz s'il y a bien tous les persos, même si je sais qu'il y en a beaucoup. On va créer notre fonction. On va faire une petite fonction fléchée tant qu'on y est. On va l'appeler fetch personnage. Voilà. Fetch c'est pour récupérer, hein, d'accord? Ici, fonction fléchée. Alors, fonction fléchée ou non, vous pouvez quand même utiliser le mot, pas wait d'ailleurs, async. D'accord? Async, qu'est-ce qu'on prend en paramètre? Une URL. Hop, on ouvre les crochets. Pourquoi? Parce que là, on a plusieurs instructions. Try except. Ok. Enfin, try except, ça y est, vous m'avez piégé. Try catch. Voilà. Try catch. Et là, au final, ça fait comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le résultat, notre réponse, dans une variable. On va attendre, évidemment. On va attendre que la réponse arrive. Donc, on utilise fetch pour faire ça. Fetch URL. Donc là, on va récupérer les données à cette URL là. OK? Tac. Fetch URL. On attend. Et une fois qu'on l'a, on va mettre ça dans une variable data. Là, on va aussi faire un await. Je m'explique. Certains vont dire, oh, pardon. Certains vont dire, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est tout à fait normal. Pour récupérer le JSON, c'est une opération, hop, c'est une opération en fait qui peut prendre du temps, donc il faut l'attendre. Voilà. Donc il faut utiliser await, d'accord? Et si c'est le cas, on se complique pas, on return data. Voilà. On aura récupéré nos personnages. Et si jamais il y a un problème, quel qu'il soit, console.error. Alors soit console.log, soit console.error, vous le mettez où vous voulez. On peut faire un console.log pour qu'on reste dans le même esprit qu'au début. Et error, comme tout à l'heure, loading data par exemple, vous mettez le message que vous voulez. Plus c'est précis, mieux c'est. Ok. Et puis, on peut même, pour l'exemple, hop, mettre des backsticks. Error loading data. Tac, tac. Et on va afficher l'erreur. Bon, ça, c'est dans le cas où il y a une erreur. J'espère qu'il n'y en aura pas. On verra ce que ça donne. Ok. Ensuite, là, on a notre fonction pour récupérer nos persos. Ok. On peut peut-être l'essayer, voir. Hop. On va l'essayer. On peut même faire ça dans un console.log. Ah non, même pas parce qu'il faudra qu'on attende. On l'attendra, on l'essaiera tout à l'heure pour pas trop perdre de temps. On va créer une autre fonction. Comme j'ai dit, on veut tous les personnages ainsi que tous les films dans lesquels ils ont joué. Donc là, fonction pour afficher
les informations du personnage. Ou, faut préciser, d'un personnage. Voilà. Donc, const afficher perso, par exemple, personnage. Là, pareil, asynchrone parce qu'on va utiliser await, d'accord? Personnage, hop, petite fonction fléchée parce qu'on adore ça maintenant. On est addict. Hop, console.log. Donc là, on peut utiliser les templates, etc. Là, pareil, pour gagner du temps, j'en avais préparé quelques-uns. Hop, voilà. On peut afficher ce genre d'infos. Hop, j'avais préparé cela également. Là, on peut afficher le nom, la taille, le genre, la date de naissance. Et ça, c'est ce qu'on aura dans notre personnage qu'on donne ici. Il aura un nom, une hauteur. Voilà, ça c'est du détail. Ok. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les films d'un personnage. Le problème, c'est que les films, ils sont sur d'autres endpoints. Donc il faut d'autres URL. Concrètement, quand on va, quand on va faire la requête à cette URL, ça va nous renvoyer les données du personnage et ça va nous envoyer les films sous forme d'une liste, sous forme d'un tableau. Et chaque élément du tableau sera une URL où on pourra faire une requête pour récupérer le film en question. Voilà, donc là c'est assez complexe. Et donc ce qu'on va utiliser, ça je vous en ai pas parlé tout à l'heure, je le gardais pour maintenant, on va attendre et on va faire un promise.all. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce que fait un promise.all? Si il s'en souvient, s'il sait, s'il a compris. Hop, en attendant, je peux mettre un petit commentaire. C'est pour exec plusieurs promesses en parallèle. C'est ça. On va lancer plusieurs promesses et s'il y en a une qui échoue, ça ira dans le catch et sinon on va attendre que toutes les promesses soient terminées. Exactement. On attend, on attend. C'est ça. Effectivement, donc promesse.all. Et là, comment on va faire ça? Et bien en fait, dans mon personnage, je vous ai dit, votre personnage, vous récupérez votre perso, vous allez avoir une liste d'URL. Donc si vous avez une liste qui sera dans films, personnage.films, vous pouvez utiliser la petite méthode map. Map. Et du coup, dans chaque élément du tableau, ce sera une URL d'un film. Et bien, qu'est-ce que vous voulez faire à chaque fois? Eh bien, vous voulez récupérer les informations du film en question. Donc pour chaque film, c'est ce que vous voulez faire. Pour chaque film, on veut récupérer les informations. Je répète plusieurs fois, c'est fait exprès, c'est pas que je radote. Pour chaque film, vous voulez récupérer les informations du film en question et vous voulez faire ça pour pour tous les films en question. D'accord? Donc, film URL, qu'est-ce qu'on fait? On le récupère, fetch. Donc là, on récupère les infos. Et une fois que c'est fait, ça va nous renvoyer, donc ça va être une promesse qui sera soit résolue, soit rejetée. Donc, .then, donc dans le cas où ça marche, hop, on va quand même mettre des petits espaces pour que ce soit plus aéré. Dans le cas où ça marche, hop, res.json, on peut faire ça comme ça. Donc là, vous avez vu, en une seule ligne, je fais beaucoup de trucs, hein. On va voir si ça marchera après. Hop, ensuite, nous, on a envie de bien présenter. Donc, on peut faire console.log films, deux points. Donc ça, c'est juste pour présenter, pour que ce soit beau quand ça va s'afficher. D'accord? Hop. Et ensuite, qu'est-ce que va contenir films? Bah, ça va contenir une liste de tous les films. Ça va être une liste qui va contenir le nom du film. Pour chaque élément, ça va contenir le nom du film, son année, les personnages qu'il y a dedans. Ça va contenir vraiment beaucoup d'informations. Nous, ce qu'on veut, c'est juste récupérer le titre de chaque film. Donc pour ça, on peut utiliser un point for each. D'accord? Ça, je pense que vous avez tous, ceux qui ont fait du JavaScript, vous avez déjà tous utilisé au moins une fois for each. Donc pour chaque film, qu'est-ce qu'on fait? Hop, tech, tech, pardon. Hop, pour chaque film, on affiche, donc toujours console.log,
peut faire un tiret si on veut bien présenter, même une tab. On affiche, et d'ailleurs on va le faire entre backstick. On affiche notre film et on affiche son titre. Pour title. Bon alors moi c'est que je me suis entraîné avant, enfin j'ai regardé la doc hein, de l'API, mais vous pouvez aussi la regarder pour savoir ici si c'est title, titre, si vous voulez connaître un petit peu tous les attributs, regardez la doc évidemment à l'avance et c'est aussi pour ça que je vous ai mis le QR code dans la présentation. D'accord? Hop, donc ça me paraît bien et on affiche à chaque fois et ensuite c'est pas forcément nécessaire mais c'est bien quand le code est propre, on va afficher ça pour montrer qu'on sépare chaque personnage par des pointillés. D'accord? Et ensuite, en dernier, on va créer notre fonction principale. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On fait le récap épette. Fonction pour afficher les informations d'un perso. On a la fonction pour récupérer tous les persos. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à faire la fonction principale pour gérer ce qu'on appelle la pagination. Pour ceux qui ont fait le deuxième trimestre, bah non, vous ne l'avez pas encore fait. C'est au troisième trimestre que vous verrez la pagination. Parce qu'en fait, là, quand je vais demander à l'API de me renvoyer tous les persos, en réalité, il va me renvoyer que quelques-uns. En général, par défaut, ils en renvoient 10. Il va m'envoyer les 10 persos, sauf qu'il y a plus de 10 personnages. Il y a plus de 10 personnages dans Star Wars. Donc il va me renvoyer les 10 premiers. Moi, ça veut dire que je vais devoir faire une boucle. Et au premier tour, il va me renvoyer les 10 premiers. Au second tour, il va me renvoyer les 10 autres. Au troisième tour, les 10 autres, etc. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Si vous ne connaissez pas la pagination, il n'y a pas de souci. Mais dites-vous qu'en gros, ma boucle, elle va me servir à ça. Elle va me servir à récupérer les 10 premiers. Au tour d'après, les 10 suivants, les 10 suivants, les 10 suivants, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ok? Donc, fonction principale pour gérer, donc, on a dit la pagination et afficher euh, les persos. D'accord? Donc ici on a notre main qui est également, donc là on va vouloir attendre quelque chose, donc toujours à 5. Hop, à 5. Ici pas de paramètres, pas besoin. Touc. Voilà. Ici on crée une URL en let parce qu'on va la changer régulièrement. Au début, ça sera l'URL pour récupérer les 10 premiers. Ensuite, ce sera l'URL pour récupérer les 10 autres, les 10 autres, les 10 autres. Donc notre URL, elle va changer. On la met en let. D'accord? Et on l'a fait commencer à quoi? On l'a fait commencer à base URL pour récupérer les 10 premiers. Et ensuite, let euh, all personnage, par exemple, qui est une liste. Hop, qui va contenir tous nos personnages. D'accord? Là, je vous le précise, comme ça vous pourrez aussi le revoir pendant la rediffusion. Euh, Vous pourrez le revoir pendant la rediff, mais je précise que c'est pour récupérer et afficher tous les persos, d'accord, sur plusieurs pages. Ça, vous vous doutez bien que c'est pratique de faire de la pagination parce que s'il y avait 2500, enfin, même plus, 1 500 000 caractères, à chaque fois demander 1 500 000 caractères, vous risquez d'attendre un petit peu. Là, au moins, envoyer 10 en 10, ça peut être un petit peu mieux. Touc. Et donc ici, tant que notre URL, hop, tant que notre URL, hop, on récupère, donc on crée une variable data, qui est une const, ok, parce que de toute manière, euh, elle va être redéfinie à chaque fois. Hop, const data, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait appel à notre fonction fetch personnage. Tac. Et all personnage, à chaque fois, on va lui rajouter donc déjà tout ce qu'elle a, plus les résultats, plus les nouveaux personnages qu'elle a récupérés. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le spread operator. Et donc là, au début, all personnage est vide, c'est une liste qui a rien dedans, mais après, il va y avoir des choses. Donc on va dire, all personnage, tu remets tout ce qu'il y avait dedans et tu rajoutes en plus data.result. Hop, on rajoute nos résultats. Tech. Ensuite, une petite boucle. Hop.
On va boucler sur tous les personnages. Of data.results. Je vérifie juste. Ok. Là, on est bon. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on va attendre et on va afficher notre personnage. Pourquoi await? Parce que de toute manière, hop, await ici doit réaliser plein de choses d'ailleurs. Hop, point virgule. Donc on va l'attendre avec notre personnage. Comme ça, comme ça. Non, comme ça, comme ça. Ok. Et ensuite, URL, on va la changer. C'est pour ça qu'on l'avait mis en lettre, hein, rappelez-vous. Data.next. Ça, vous pouvez ignorer, mais dites-vous qu'en fait, quand vous faites une requête, ils vont vous mettre un attribut next avec l'URL pour demander les 10 suivants. C'est pour ça. Et ce sera dans next. Bon, ça c'est pas très important. Voilà. Et enfin, là on a notre data, ça tourne, on est bon. Et à la fin, alors quand on récupère des données, ça peut toujours être intéressant. C'est pas obligé, mais ça peut être cool d'avoir des stats. Voilà, en général, quand on est dev, on est un petit peu friand de stats. Donc, hop, total de personnages récupérés. Et donc là, on peut, hop, avec un template, etc., on peut incorporer ici notre liste qui contient tous les personnages et prendre sa longueur par exemple. Et pas un point, c'est un point virgule. Voilà. On n'oublie pas ici d'appeler notre fonction main. Et alors, je ne sais pas si certains l'ont vu, on va voir et après on va pouvoir exécuter et passer au petit quiz. Ici, il y a une erreur dans ma fonction main. Est-ce que quelqu'un la voit? Je l'ai glissé, voir si quelqu'un arrive à la voir. Sinon, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Mais regardez bien les actions que j'effectue. Est-ce que j'effectue tout dans le bon ordre? Est-ce que j'attends bien de recevoir tous mes résultats? Est-ce que quelqu'un arrive à le voir? À tout hasard. Non, personne? Le URL égale, non. Non, normalement mon URL n'a pas de souci ici, parce que je commence à base URL. Await pour fetch personnage. Parfait. C'est bien. Impeccable. Effectivement, j'ai pas attendu d'avoir mes résultats que tout de suite je continue. Je vais pas bien. Là, là je suis mieux. Là c'est impeccable. Ok, on peut exécuter ça. Bon, on n'est pas à l'abri d'une petite coquille, on va voir. Ça va être la surprise. Main.js. Ah, là, Luke Skywalker. Ah bah non, on est bon. Ouais, là ça me les sort petit à petit. Donc on va voir, on va attendre que ça aille jusqu'au bout. Et on va voir un petit peu. Vous allez me dire, s'il y a des fans de Star Wars dans le chat, vous allez me dire si c'est cohérent. Ouais, donc là, il y a pas mal de persos, hein, on le voit. Donc ça fait petit à petit. Hop, 82 persos récupérés, ça va, c'est cohérent. Et donc après, on peut en regarder un au hasard, hein. On peut regarder, par exemple, Luke Skywalker, il fait 1m72, c'est un homme, voilà, il a joué dans New Hope, de Empire, tous ces films-là. Non, ça paraît bon? Un peu impeccable. Voilà, et là, vous avez vu, ça peut être sympa. Et si jamais vous avez envie de créer un petit site pour si vous êtes fan de Star Wars, bah, cette API elle est quand même pas mal parce qu'il y a plein de détails. Là, c'est nous qui avons formaté ces données comme ça pour qu'elles ressortent visuellement comme ça, mais après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez surtout le mettre dans un joli front euh, pour, euh, pour tous les gens qui ne connaissent rien à Star Wars, même si je pense que ça doit déjà exister à mon avis. Mais s'ils veulent découvrir les persos, c'est quand même assez pratique.
Voilà, hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, on va passer au dernier petit truc, mais là c'est vous qui allez faire cette fois-ci. Moi je me repose un peu. Façon de parler, bien évidemment. Hop, pardon. On va faire un petit challenge, si ça vous va. Hop. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors là, je vous laisse tous vous mettre sur votre chat, ok? Et on va dire que bon, pour cette fois là, c'est un petit test, donc bon, y a rien à gagner, mais il faudra voir si plus tard on peut essayer de vous faire une petite compétition sympa, juste pour le fun. Là, je vais vous mettre quelques questions, d'accord? Et il faudra mettre dans le chat la lettre de la réponse correspondante. À chaque fois, il y aura 4 réponses proposées, A, B, C, D. Il faudra mettre la lettre le plus vite possible de la réponse correspondante. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends de voir des oui avant de démarrer. Et après, c'est parti. Ok, ready, oui, yep, impeccable. Ok, le but c'est que tout le monde soit à fond. Là, il y a 15 personnes. L'idéal serait que 15 personnes mettent la lettre. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Quel est l'ordre d'affichage ici? Ok, j'ai un B. Une seule réponse. B, B, B. Effectivement, bien joué. Pourquoi B? Parce que d'abord, on fait appel à notre fonction de test. Donc, bam, on va directement afficher 1. Là, ils vont un await. Ils vont await. Et bien, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le await ici va céder la main, entre guillemets, à l'event loop. Ça, vous pourrez vous renseigner plus en détail ce que c'est un petit peu long à expliquer ici, surtout à cette heure-là. Mais donc, en fait, ici, on va passer sur le console log 3. Et ensuite, on va afficher console log 2. Donc ça va afficher 1, 3, 2, qui est la réponse B. Ok. Question suivante. Alors, je crois que j'ai fait une petite erreur et j'ai mis constamment la même question. Mais en tout cas, c'est pas quel est l'ordre d'affichage, mais c'est plutôt qu'est-ce qui va être affiché. Ok, B, B. Ok, effectivement. Là, on sera sur B, puisque on met 1, 2, hop, le spread opérateur, donc 1, 2, 3, 4. Ok, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui va être affiché là? J'ai oublié d'enlever la question à chaque fois. Qu'est-ce qui va être affiché là? Ah, j'ai un C, j'ai un B. Lequel est le bon? B, j'ai un autre B. C. Ah, ça se tape là, ça se tape. Ok. Et alors la réponse, eh ben, vous savez quoi? On va le faire, parce que là vous n'êtes pas d'accord, donc pas de souci. Hop, je vous partage ça. On a quasiment terminé, mais je me dis que c'est quand même important de savoir pourquoi. Franchement, ça reste entre nous. Non, je rigole, vous pouvez le dire à tout le monde, mais le secret des bons devs, c'est ceux qui se posent toujours la question de pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Mais aussi, surtout, pourquoi ça marche. Donc là, on va faire, hop, ça c'est notre code. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai du C, j'ai du B. Donc il y en a qui pensent que c'est undefined et il y en a qui pensent que c'est reference error. Eh bien, on y va. Hop, challenge. Boom. Reference error. Donc c'est bien la C. C'est bien la C. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre let, ici, il va être hoisté, c'est-à-dire remonté. Il va être remonté, mais pas initialisé. Donc en fait, ils vont dire, il va y avoir, ils vont dire qu'ils peuvent pas accéder à X avant son initialisation. Par contre, var, ce que je disais tout à l'heure, var, lui, il va être hoisté et
initialisé. Donc du coup, il n'y aura pas ce problème. Et là, on va être sur un undefined avec var. Là, c'est un... Hop, pardon, attendez d'ailleurs. Je pense que vous voyez peut-être pas bien. Hop, avec var. Tac, là, on a bien le undefined. Ok? Parce que là, c'est hoisté. Ouais, exactement. C'est tricky. C'est vrai. Et c'est pour ça que var, c'est un petit peu moins utilisé. Faut faire attention à var. Là, il est remonté et initialisé var. Tandis que let, non. Donc, vous aurez un référent de error quand vous utiliserez let. Ok? C'est bien. Vous avez, entre guillemets, les bonnes syndrome post-traumatisme. Ok. Ici, qu'est-ce qui est affiché? Ouais, c'est bon. Parfait. C'est. Enfin, trop, je crois. Ouais, c'est ça. Là, ici, donc, template littéral classique. Ok, bonjour. Léa. Léa, on le met en majuscule. Donc, ça affichera en majuscule. On est d'accord. Ok. Ici, qu'est-ce qui va être affiché? B, B, B. Tout le monde met B. Et le fait qu'il y ait const, ça pose pas un problème? Que ce soit const personne. Là, on va voir. On va voir ceux qui sont allés, ceux qui ont bien plongé bien profond dans JavaScript. Selon vous. Là, c'est un const. On avait dit que const, on peut pas modifier. Enfin, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit. Je dirais que ça va. Tant que c'est pas trop, tant que ça reste tranquille, ça va, hein, impeccable. Non, en réalité, const modifie pas le contenu. Bien joué. Parfait. Effectivement, const empêche la réaffectation, oui, mais pas la mutation d'objet. Voilà, exactement. Parfait, bah c'est bien, vous avez capté. C'est trop cool. Trop cool. Donc oui, là si je fais un const, c'est pas grave parce que je modifie, je vais muter mon objet. Donc c'est pas grave, je peux. Bien joué. Ok, là on arrive sur la fin. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est, ok. Antonin peut-être, c'est aussi. Ok. Bon, oui, ça vous l'avez vu. Je lève une nouvelle erreur, donc je vais aller dans mon catch. Je vais récupérer failed. La vie est belle. C'est magnifique. Exactement. Ok. Bah écoutez, merci. Merci beaucoup. Bon, on a un petit peu abusé sur le temps, je pense. C'est pas grave. La question que je vous pose, c'est déjà, est-ce que ça vous a plu, ça vous a aidé? Même si je pense que c'était aussi une introduction, je pense, pour certains, peut-être de la révision pour d'autres, peut-être de l'approfondissement. Je, je pense que dans le chat, la prochaine fois, je referai peut-être un caout ou quelque chose comme ça et on verra qui sera le plus vif. Non. En tout cas, content si ça vous a plu. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines live coding, on n'hésite pas. On n'hésite pas à me dire les sujets qui vous plairaient, que vous souhaiteriez que je traite. Ok. Ouais, il y a moyen de faire les sondages. Ouais, normalement, ouais. Je pense que ça, je le mettrai en place la prochaine fois. C'est vrai que là, j'ai pas eu énormément de temps pour le préparer, pour être très transparent. Je pense que c'était le moyen le plus rapide de faire, mais je pense que je ferai un. On pourra faire des sondages la prochaine fois carrément.
carrément des petites battles, des choses comme ça pourrait être fun. Mais en tout cas, tant mieux. Je suis content si ça vous a plu. La team C25 en force, de ce que je vois, c'est parfait. N'hésitez pas à... Ah oui, C22 aussi, c'est pour ça, c'est de la triche. Non, tant mieux. Si ça vous a plu, impeccable. N'hésitez pas à me dire si vous avez de remarques, des feedbacks, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez que nous traitions du côté des SWI. Ok. Et puis, je vous dis à la prochaine. Mercredi, de toute manière, il y aura un autre live, donc n'hésitez pas à rester connectés. Salut à tous, bonne fin de semaine, bonnes vacances au C25 qui arrivent très prochainement. Et puis, salut à tous.